Bonjour à vous toutes, à vous tous, ravi de vous accueillir ici, collaborateurs, commerciaux, intermédiaires, conseillers, gestionnaires, présents ou connectés. Nous sommes ici en direct de ce tout nouvel espace qui s'appelle le 1831. Alors pourquoi le 1831 ? Eh bien ça va être ma première question que je vais vous poser et vous aurez 4 places pour le ballon Generali à gagner. Essayez de découvrir pourquoi le 1831. La première réponse qui arrivera chez nous sur le chat, la première bonne réponse bien sûr, d'où vient le 1831, ce nom-là, la première réponse verra gagner 4 places pour le ballon, le laboratoire atmosphérique Generali, Parc André Citroën. 4 places à gagner sur le chat. Pourquoi le 1831 ? Alors, c'est un tout nouvel espace, je disais, totalement dédié à l'innovation pour booster les collaborateurs, inspirer les salariés et actionner l'intelligence collective, justement. Alors, on va parler, et vous le savez, d'extrême climatique aujourd'hui, de l'impact sur la santé des Français. Cette émission est en live et en direct. Vous pouvez poser, bien sûr, toutes vos questions. On aura toute une partie à la fin de l'émission pour y répondre avec les invités. Il y aura aussi un replay, si vous n'avez pas le temps de voir toute cette conférence. Et une équipe aussi dédiée va aujourd'hui augmenter sur les réseaux sociaux cette conférence. Le hashtag Generali4 Climate ou hashtag Generali Climate Lab. Voilà, avant de vous présenter et de retrouver ici même mes invités, je dirais vos invités, je vous propose de regarder et d'écouter en guise d'introduction à cette conférence le teasing de nos éminents ambassadeurs du COMEX. Je vous laisse découvrir. Bonjour à tous. Le changement climatique nous préoccupe tous. Les dérèglements nombreux auxquels nous faisons face, et l'année 2022 en a été fertile, qu'il s'agisse des incendies, qu'il s'agisse des orages de grêle, qu'il s'agisse de ces phénomènes brutaux climatiques qui viennent subitement perturber la vie quotidienne. On se rend compte que nous allons vivre avec ces événements à répétition, et nous avons conscience que ceci peut impacter jusqu'à la santé mentale de nos clients et de l'ensemble de nos parties prenantes. En tant qu'assureurs, nous avons un rôle à jouer. Un rôle pour protéger nos clients, pour protéger nos concitoyens en général, et d'investir dans la prévision de ce qui peut se passer et dans la prévention pour se protéger des phénomènes naturels extrêmes que nous connaissons aujourd'hui. C'est donc le thème de cette conférence annuelle du Generali Climate Lab. Vous écouterez des experts. Vous verrez que chez Generali, nous investissons pour définir les solutions du futur et nous investissons également pour éclairer, pour comprendre mieux quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre. Bien sûr, ça concerne l'ensemble de nos garanties vis-à-vis des biens, mais aussi ça concerne des investissements que nous pouvons faire dans le domaine de la santé pour aider les gens à assumer cette anxiété face à l'incertitude d'un futur qui sera, de ce point de vue, plus difficile à vivre que le présent ou le passé que nous avons connu. Investir, c'est aussi aller dans le sens de la durabilité. C'est pour nous un axe stratégique important. Et dans le cadre de cette démarche forte, de cette démarche stratégique, cette conférence tient toute sa place parce qu'elle nous permet de dégager des idées qui vont enrichir notre stratégie pour le futur. Alors, bonne réunion, bonne conférence. Bonjour à tous. Vous le savez, la durabilité est le socle de notre stratégie Generali Performance 2024. La durabilité, l'analyse d'impact ESG, c'est vraiment ça qui doit piloter nos opérations, c'est vraiment ça qui doit guider nos décisions de développement, de solutions et d'offres innovantes et durables. Et c'est la raison pour laquelle je remercie très sincèrement le Generali Climate Lab d'avoir organisé cette conférence, cette table ronde aujourd'hui sur ce sujet. Un sujet très important qui mérite toute l'attention de nos collaborateurs, de nos intermédiaires et également du grand public. Bonjour à tous, tu l'as dit Élise, la durabilité est au cœur de notre stratégie. Et c'est dans ce contexte que nous organisons cette année la
deuxième conférence sur le thème du climat, après la conférence de l'année dernière, le climat et la biodiversité, que je vous invite à regarder. Nous avons cette année un thème d'actualité, le climat et la santé mentale. Nous avons 2 invités de renom, 2 invités de prestige que Jean-Louis vous présentera dans la suite. Donc je vous remercie une fois de plus d'être nombreux à participer à cette conférence et nous sommes désolés avec Élise et aussi avec Jean-Laurent de ne pas pouvoir être présents avec vous en salle aujourd'hui, mais nous sommes certains que vous passerez un très bon moment. Merci à eux trois pour cette mise en bouche, pour cette conférence qui va s'ouvrir. Alors on a parlé justement, Jean-Louis, des invités. Je vais me permettre de les présenter. Tu es notre hôte, mais on va les présenter. Il est en direct live avec nous, je l'espère, c'est Robert Vautard. Robert, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes avec nous, Robert Vautard? Oui, je suis avec vous, j'espère que le son est correct. Parfait. Et je vous remercie de cette invitation. Merci. Je suis désolé par ailleurs de ne pas pouvoir être parmi vous pour des raisons médicales. Voilà. Pas de souci, vous êtes avec nous et en direct, et tant mieux, ça marche bien. Alors, Robert Vautard, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, directeur de recherche au CNRS, météorologue et climatologue, spécialisé dans l'étude des événements météo-climatiques extrêmes. Ça tombe bien, c'est aussi le sujet de la conférence. Vous êtes coordinateur, et on va en parler, d'un des chapitres du 6e rapport du GIEC, portant sur les aléas liés aux changements régionaux du climat. Donc, bienvenue Robert. À côté de moi, deuxième intervenant, invité par le Generali Climate Lab, Pierre-Éric Sutter, psychologue, psychothérapeute et philosophe praticien, spécialiste de l'éco-anxiété. Ça, on va en parler. Vous avez sorti très récemment ce dernier ouvrage, N'ayez pas peur du collapse. On va revenir là-dessus, il va falloir expliquer tout ça. N'ayez pas peur du collapse. Et la collapsologie, je veux simplement le préciser, déjà en définition, c'est l'approche pluridisciplinaire qui s'intéresse à l'effondrement de notre civilisation. Ouf, c'est une définition, mais on va en reparler. Et enfin, c'est notre hôte, et c'est grâce à lui si on est là pour la 2e fois. L'année dernière, nous étions ici rassemblés, pas au 1831, j'espère d'ailleurs que vous avez trouvé la signification de 1831, ou 1831, j'aurais pu dire, mais bon, je ne vous aide pas. Vous n'êtes pas là-dessus. C'est le Generali Climate Lab qui nous invite pour cette 2e conférence. L'année dernière, nous avions parlé de changement climatique et de biodiversité. Aujourd'hui, Jean-Louis Charluteau, nous allons parler donc d'extrême climatique et d'impact sur la santé. Merci pour cette invitation. Merci. Pourquoi cette invitation? Je pense que l'année 2022 nous a illustré de façon assez spectaculaire et toujours sous forme catastrophique de ce qui est peut-être, mais Robert Vautard nous éclairera certainement, le new normal auquel nous devons nous attendre pour les 20 prochaines années. C'est-à-dire une succession d'événements qui sont remarquables au sens météorologique du terme et qui sont estimés par les actuaires et les météorologues associés à des périodes de retour très éloignées. Et en fait, on s'aperçoit que ce point de vue ne résiste pas à l'analyse objective des faits et que de plus en plus souvent, les signaux météorologiques sont finalement le reflet de ce changement climatique qui nous affecte. On a souvent distingué la météo, qui est l'observation des phénomènes, la prévision des phénomènes à court terme, et le climat, qui s'étend, dont les variations s'étendent sur des millénaires et des cycles complets. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une génération, la nôtre, celle de nos enfants, petits-enfants pour ceux qui ont la chance d'en avoir, c'est la première fois qu'une génération est confrontée à un changement d'environnement aussi rapide. On parle aujourd'hui, et il faut parler aujourd'hui, en décennies et non plus en millénaires. Et ça, bien évidemment, associé au fait que ce changement climatique se révèle à nous sous forme de catastrophes très médiatisées, eh bien, ça génère de l'anxiété, une incertitude majeure des hommes que nous sommes, des sociétés auxquelles nous appartenons,
avec une question fondamentale, mais comment on va pouvoir continuer à vivre? Comment on va s'adapter à ces nouvelles situations? Comment est-ce qu'on peut faire? Et bien évidemment, plus les épisodes catastrophiques et leurs manifestations se rapprochent des territoires qui sont concernés, plus ça devient particulièrement prégnant. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et on aura l'occasion d'en parler pendant la conférence. C'est le biais cognitif induit par le fait qu'un certain nombre d'événements dramatiques, et je pense en particulier à ce qui s'est passé au Pakistan, se produisent extrêmement loin de nous, mais n'en constituent pas moins, au même titre que les bulles de chaleur sur l'Alaska l'année dernière, des phénomènes météorologiques qui s'inscrivent dans une logique de changement climatique. Donc ça, c'est vraiment très important, et c'est très important pour nous, assureurs, parce que pour respecter la promesse que nous faisons à nos assurés, d'être à leur côté quand ils ont besoin de nous, eh bien, il faut que l'on puisse avoir des prévisions qui sont robustes et qui vont nous permettre de gérer dans le temps des sujets aussi importants que la définition des primes, l'existence ou pas de territoires avec des accumulations qui pourraient mettre en péril notre modèle économique, et puis les mesures de prévention dont on parlera tout à l'heure, qui constituent un point, je n'en doute pas et je ne suis pas le seul, mais on essaye de les mettre en œuvre, un des moyens de répondre à cette problématique. Et en matière de prévention, sans vouloir déflorer les sujets que développera Pierre-Éric, l'action, c'est un bon moyen de lutter contre cette éco-anxiété qui peut sinon nous miner et nous condamner à l'inactivité et en fait à être le sujet de ce changement climatique. Aujourd'hui, on va vous proposer de reprendre un peu de grippe par rapport à cet environnement et de devenir tous ensemble des acteurs de notre adaptation au changement climatique. Jean-Louis, tu es directeur de la réassurance chez Generali et des risques naturels, projet technique, et tu es à la tête de ce Generali Climate Lab. Quelle est la mission du Generali Climate Lab? Alors, on a un public qui a été, on a ouvert à beaucoup d'intermédiaires, à des commerciaux, à des collaborateurs qui n'avaient pas pu assister à la conférence l'année dernière. Donc c'est important pour tout le monde de bien connaître ce Generali Climate Lab. Alors, le Generali Climate Lab a été créé il y a environ 7 ans et il regroupe des spécialistes de différentes disciplines. Et c'est la première fois que dans une entreprise d'assurance, on accueillait des géographes, des hydrologues, des météorologues, des spécialistes de ces questions environnementales et climatiques, et qu'on les faisait travailler avec des actuaires. Bon, alors les actuaires, on sait ce que c'est dans une entreprise d'assurance. Et puis, on a associé différents profils pour nous permettre d'adresser des sujets qui relèvent plus de sciences dites molles, à tort, comme la conduite du changement ou la sociologie. Et on a la chance d'avoir accueilli dans l'équipe une jeune femme qui est diplômée de Sciences Po et du King's College de Londres. Donc en fait, c'est cette espèce de convergence, de cette pollinisation croisée entre les différentes spécialités, les différents domaines d'expertise et de compétences, qui a permis de développer chez Generali une connaissance profonde du territoire, des aléas et des enjeux. Et cette connaissance profonde chez Generali, et en particulier au Generali Climate Lab, on a décidé de l'ouvrir sur 2 grands objectifs. Le premier objectif, c'est un objectif qui a trait au management de la compagnie, c'est-à-dire à la gestion prospective des engagements de la compagnie. Et c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Il faut que Generali, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, soit encore capable de délivrer des solutions d'assurance dommages aux biens et d'accompagner ses clients face à ce changement climatique et de les accompagner dans l'adaptation, qui réclame un effort. Mais en même temps, on a voulu développer des solutions, la plupart d'entre elles sont innovantes, qui sont des solutions qui vont permettre d'orienter, enfin d'inciter nos clients à devenir eux-mêmes des acteurs de risque. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas que nous nous transformions malgré nous en sujet ballotté par les événements, qui ne peut se raccrocher à rien, qui va désespérer de tout, qui ne veut plus faire d'enfants, qui ne veut plus faire de projets. C'est absolument un scénario catastrophique. Et nous, on estime en tant qu'assureurs engagés auprès de nos clients sur le long terme, qu'il faut donner à nos clients les moyens
de retrouver, là je reprends l'expression, du grip sur leur environnement. Et quoi de mieux que retrouver du grip sur son environnement qu'en agissant. L'action, je crois, est un des meilleurs remèdes. Et la meilleure façon d'agir, et d'agir avec un impact, c'est d'agir sur ce qui dépend de soi. Et en matière de prévention, on s'aperçoit que le champ des possibles est extrêmement large. Donc le Generali Climate Lab, retenez ça, un investissement de l'entreprise Generali depuis plusieurs années maintenant, significatif, des outils innovants, une connaissance et une expertise du territoire, des aléas, des enjeux, et de nouveaux chantiers tous les ans pour faire progresser notre capacité collective à nous adapter à ces conséquences du changement climatique. Merci Jean-Louis pour toutes ces explications. Alors Robert Vautard, vous êtes directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. La question va être un peu la même. Institut Pierre-Simon Laplace, à quoi sert-il ? Il réunit, je crois, des spécialistes, des scientifiques. On entend tous parler. Et après, on va parler du GIEC, on va parler du rapport, etc. Il y a plein de choses qu'on entend dans les médias, mais on ne sait vraiment pas trop à quoi ça sert tout ça. Est-ce que vous pouvez nous définir et nous dire qu'est l'Institut Pierre-Simon Laplace ? Oui, alors l'Institut Pierre-Simon Laplace est, en quelques mots, le fruit d'une vision d'une personne qui était Gérard Mégy, puisqu'il est décédé maintenant, il y a 30 ans, qui avait eu cette vision, effectivement, que pour aborder les questions d'ordre mondial sur le climat, il fallait mettre ensemble des disciplines et des laboratoires qui travaillaient indépendamment jusque-là, notamment l'océanographie, la météorologie, la géochimie, etc. etc. Donc l'Institut Pierre-Simon Laplace, en fait, regroupe tous les laboratoires qui travaillent sur les sciences naturelles du climat en Île-de-France. Donc là, la dimension francilienne est importante, ça permet de se connecter et d'avoir des réunions fréquemment. Donc voilà, on travaille depuis 30 ans ensemble, c'est 1400 personnes qui travaillent sur des questions qui vont du réchauffement climatique, bien sûr, mais jusqu'à aussi des questions sur les eaux souterraines, sur la qualité de l'eau, etc. Voilà, donc c'est très très vaste, hein. Il y a beaucoup de champs disciplinaires. Alors, je vous laisse le micro. Maintenant, on va parler bien évidemment du GIEC et du 6e rapport. Où en est-on justement ? Avant de parler d'éco-anxiété ou d'anxiété tout court, où en est-on sur le 6e rapport, suite au 6e rapport ? Alors, d'un point de vue du cycle, le 6e rapport en fait, le 6e cycle du GIEC va se terminer avec un rapport de synthèse qui devrait être publié en début d'année prochaine et qui va résumer les messages principaux de tous les rapports du GIEC, les rapports spéciaux et le rapport d'évaluation du changement climatique, qui lui est en 3 volets. Le premier volet, c'est les sciences physiques du climat. Le deuxième volet, c'est les impacts, la vulnérabilité. Et le troisième volet, c'est les solutions pour la décarbonation. Donc, moi, j'ai fait partie du premier volet. J'ai été coordinateur de chapitre. Donc, je peux vous dire en 2 mots comment on travaille et quel est le mandat. Donc, le mandat du GIEC, c'est de faire le point sur toutes les études scientifiques publiées normalement, donc avec une revue par les pairs, et qui, donc il y a des dizaines de milliers d'articles qui sont lus par les auteurs et qui sont synthétisés. Donc c'est pas seulement une revue bibliographique, mais c'est aussi une synthèse, c'est-à-dire on en conclut des choses. Et voilà, donc c'est vraiment ça le mandat. En tout cas pour le groupe 1, c'était de regarder la physique du climat, où en était le changement climatique, et de dégager les messages principaux au vu de toutes les études scientifiques qui ont pu être faites à partir à la fois des observations, mais des modélisations qui sont faites, et de tout ce qu'on appelle en anglais les lines of evidence, donc tous les éléments de preuve qu'on a. Donc ce rapport-là, il est un petit peu particulier parce que même si on retrouve des grands messages qu'on avait déjà dans les rapports précédents, il va un petit peu plus loin, notamment sur les extrêmes,
et aussi sur la régionalisation du changement climatique. Donc on essaye de donner des conséquences régionales sur le système physique, hein, pas sur l'économie, pas sur... voilà, mais en tout cas, dans ce rapport-là, on va beaucoup plus loin qu'avant dans l'analyse des conséquences du changement climatique à l'échelle régionale, vraiment. Alors, cher climatologue, qu'entend-on donc par extrême climatique ? Alors, les extrêmes climatiques, bon, c'est une définition qui est pas toujours simple à donner parce qu'on peut entendre par extrême un événement rare qui n'est pas toujours forcément extrême. D'ailleurs, les événements rares ne sont pas toujours forcément extrêmes, mais en général, dans la définition classique, c'est évidemment un phénomène qui génère des variables climatiques, température, humidité, température, pluie, vent, etc., qui vont dans la partie extrême de leur distribution. Donc là, on parle vraiment de statistiques, de probabilités. Et par exemple, juste pour donner un exemple, on regarde souvent comme indicateur la température la plus chaude de l'année ou la température la plus froide de l'année. Et on regarde comment elle évolue et par quel processus elle évolue. Ok, Pierre-Éric Sutter, vous avez travaillé avec des institutions, en entreprise, en cabinet de conseil, autour de la souffrance, du burn-out, la santé mentale. En quoi ces changements climatiques, dont parle le GIEC et dont on parle partout, parce que ça devient très très médiatique, surtout ces derniers temps, ces changements climatiques ont un impact sur la santé. Et après, on verra sur la santé mentale. Alors, ce que je constate évidemment au chevet de mes patients. Et quand j'ai un patient qui se déclare éco-anxieux, suite à des extrêmes climatiques, lui, il vit un extrême psychologique, en fait. C'est comme s'il avait la tempête ou le réchauffement climatique dans la tête. Et ces personnes, si vous voulez, traversent un mal-être qu'on appelle une détresse, d'accord, qui peut les emmener vers quelque chose de psychopathologique. Donc c'est un mal-être qu'on ne doit pas laisser glisser vers de la psychopathologie parce que ça atteint la santé mentale. Et ce mal-être, il ne faut pas le prendre à la légère, puisqu'il se base sur des causes tout à fait réelles et sérieuses, qui sont parfaitement documentées par les scientifiques, comme on vient de le voir. Et les éco-anxieux sont des gens extrêmement bien renseignés, à qui on ne peut pas dire « non mais vous faites erreur, là, vous êtes vraiment sûr de vous, de ce que vous êtes en train de dire, etc. » Et quand ils viennent me voir, parfois ils me disent j'ai été voir des spécialistes, des personnels de soins qui ne croient pas, entre guillemets, tout ce qui est en train d'arriver. Parce que tout simplement, ils n'ont pas les bonnes lunettes pour lire ce qui se passe dans les réels, comme l'a très bien décrit Jean-Louis tout à l'heure, et comme vient de le dire Robert à l'instant. C'est-à-dire que les éco-anxieux ont ces lunettes qui permettent de voir des signaux avant-coureurs, comme le montrent les scientifiques, qui sont dans une démarche probabiliste, qui ne peuvent jamais affirmer une vérité absolue, mais ces vérités probabilistes, on les voit s'actualiser petit à petit dans les événements climatiques. Et c'est ce qui inquiète les éco-anxieux. Mais c'est une nouvelle pathologie, c'est très récent. Alors non, alors oui et non, c'est-à-dire que vous avez deux questions en une. Ça n'est pas une maladie, mais ça peut rendre malade. C'est-à-dire que c'est un mal-être qui peut glisser vers une psychopathologie, notamment des dépressions réactionnelles, si on laisse ce mal-être perdurer et s'intensifier. Chronicité et intensité du mal-être. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et c'est vrai que c'est récent parce qu'on met un mot sur ces mots, un mot émoté sur ces mots MAUX, que assez récemment, en tout cas dans les médias depuis 2019, il y a vraiment une explosion de la référence du mot éco-anxiété depuis 2019, c'est mesuré par Europress notamment, mais les chercheurs ont mis ce mot-là déjà sur des recherches sur le phénomène à la fin du XXe siècle, en 1997. La première à en parler, c'est Véronique Lapège. Et on va dire que les recherches scientifiques ont commencé à se développer il y a à peu près une petite dizaine d'années. Voilà. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de recherches sur le sujet. Mais ça n'est toujours pas documenté par les tableaux nosographiques, c'est-à-dire les tableaux cliniques de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire que pour l'instant, ça n'est pas reconnu comme une maladie, quand bien même ça n'est pas vraiment une maladie. Donc c'est un mal-être, et ça les psychologues savent ce que c'est qu'un mal-être. Très rapidement, quand par exemple vous venez de vivre un deuil, vous avez une déprime, et ce n'est pas parce que vous êtes déprimé que vous êtes dépressif. Vous êtes mal. Votre homéostasie psychique est déséquilibrée par ce deuil que vous avez vécu. Vous avez perdu votre tati, votre grand-mère, peu importe la personne. Mais voilà, du coup, vous vivez une tristesse
voire une nostalgie, comment on appelle ça, un coup de déprime fort, qui fait que ça peut vous faire penser à l'idée de la mort, donc à avoir des idées noires, mais au bout de 3 à 6 mois, votre homéostasie psychique se rééquilibre. Et donc, vous ne basculez pas vers une psychopathologie. D'accord ? Mais ce mal-être se résorbe parce que, voilà, il y a un équilibre psychique interne, votre histoire psychologique fait que vous pouvez vous rééquilibrer. Et les éco-anxieux sont dans ce moment un peu où, comme à l'instar de ce que je viens de vous dire sur le deuil, ils se projettent dans un avenir très sombre parce qu'ils voient bien que ce que les scientifiques, ce que nous disent les scientifiques depuis 50 ans est en train d'arriver. Et le problème, c'est que ça fait un énorme stress. Un stress que la nature n'a pas prévu, nous a pas donné les moyens de gérer, en fait. Un éco-stress, c'est un énorme stress, parce que face à la banquise qu'ils font, on n'a pas de ressources individuelles déjà, et encore moins collectives. Même si tous les États voulaient se mettre à empêcher de faire fondre la banquise, ils n'y arriveraient pas. Et pour celui que ça inquiète, bah, ça le désempare, en fait. Il n'a pas les ressources pour faire face. Donc il faut trouver un moyen que ça n'affecte pas sa santé mentale en résorbant ce mal-être. Vous êtes fondateur de 2 observatoires, j'en ai pas parlé dans si vous voulez juste en parler un petit peu, 2 oui. observatoires. Très rapidement, j'ai fondé en 2008 l'Observatoire de la vie au travail pour justement doter, à l'époque où le ministre de l'Emploi, Xavier Bertrand, demandait à ce qu'on réfléchisse sur des outils permettant d'évaluer les risques psychosociaux qui impactent la santé mentale. Donc j'ai fondé cet observatoire-là en constatant la souffrance au travail, notamment les burn-out qui explosaient, du fait d'une crise de sens. Et d'ailleurs, c'est très lié, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé aux éco-anxieux, c'est très lié, les crises de sens au travail et de burn-out, à ce que vivent les éco-anxieux, qui perdent le sens de ce que la société dans laquelle on vit fait pour contribuer aux accroissements climatiques, puisque ne pas agir pour le climat, c'est agir contre, en fait. C'est ce que me disent les éco-anxieux. Hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui les inquiète profondément, voire qui les angoisse. Et j'ai créé un deuxième observatoire, qui est l'Observatoire des vécus du collapse, parce que je me suis rendu compte que la collapsologie, qui est un champ de connaissances transdisciplinaire... Alors, on revient sur collapse. J'aimerais votre définition de collapse. Alors, vous l'avez dit, hein, mais c'est quelque chose de plus générique. Soyons optimistes, hein, n'ayez pas peur du voilà. collapse. Mais soyons réalistes aussi. Il y a des effondrements en cours qui ont été un peu évoqués par mes 2 intervenants précédents. Il y a, par exemple, l'effondrement de la biodiversité. C'est un fait, aujourd'hui, on sait que 70%, dans certaines régions, 70% des insectes ont disparu en 50 ans. C'est ce que dit le WWF. Et ce que disent les scientifiques, évidemment, parce que le WWF ne sort pas ces chiffres. Avec Gilles Boeuf. Donc là, c'est un effondrement. Mais il y en a d'autres. Il y a l'effondrement aussi des ressources naturelles, renouvelables ou non renouvelables. Dans les années 60, le thon rouge a disparu de la Méditerranée. Il a complètement disparu. Et on a donc arrêté de le pêcher. Heureusement, c'est une ressource renouvelable. À partir du moment où on aide la nature à être dans l'abondance, elle revient dans cette abondance. Par contre, il y a des ressources non renouvelables comme le pétrole, le charbon, l'uranium, sur lesquelles on puise, et qui un jour vont s'épuiser, puisqu'on puise, et qu'elles ne sont pas renouvelables. Et comme nos sociétés thermo-industrielles sont fondées sur ces énergies fossiles, il y a un jour, un enfant de 5 ans peut le comprendre, quand il n'y a plus de Nutella au fond du pot, il n'y a plus de Nutella. Il faut aller en rechercher au supermarché, sauf qu'on n'a pas de planète B, et qu'à moins qu'on aille en trouver sur Mars, et qu'on ait l'énergie et les ressources pour aller sur Mars, au bout d'un moment, on n'aura plus de pétrole. Et donc, il y aura un effondrement des ressources non renouvelables. Voilà. Effondrement de la biodiversité peut entraîner l'effondrement des ressources renouvelables. Et ça, ces effondrements-là, il y en a plein d'autres, hein, inquiètent les éco-anxieux. C'est pour ça que le collapse, ce n'est pas une invention. Et la collapsologie, comme champ de connaissances, s'est rendu compte de façon transverse que ces effondrements, chaque science en parlait dans sa tour d'ivoire, mais que du fait des spécialisations des sciences, c'est la nature même d'une science déspécialisée, la collapsologie a pris le parti d'être dans une logique transverse, d'aller chercher tous les effondrements et d'en faire un champ de connaissances spécifique. Vous êtes éco-anxieux ? Non. Écoutez, oui, c'est pas une maladie, mais c'est transmissible. Bon, on va en parler tout à l'heure, on va en parler juste après. Parce que l'année 2022, je pense que ça a dû, au niveau statistique, a dû faire augmenter le nombre d'éco-anxieux en France. Jean-Louis, oui. L'année 2022, côté assurance, côté assureur, par le prisme de l'assureur, c'est quoi cette année ? Alors, cette année 2022, pour un assureur, pour les assureurs de façon générale, c'est une annus horribilis. C'est-à-dire que
on estime que le coût mis à la charge des assureurs, c'est-à-dire des assureurs et de leurs clients, des assurés collectivement, de l'écosystème assurantiel en France est de l'ordre de 7 milliards d'euros, voire 8 milliards d'euros. Et ça s'est manifesté à travers différents phénomènes. Alors, ce qui est remarquable en France cette année, c'est que nous n'avons pas eu de véritable événement remarquable. Ce qui est remarquable, c'est la survenance d'événements tout au long de l'année, d'une gravité suffisante dans leur manifestation pour s'avérer extrêmement coûteux. Qu'est-ce qu'il y a eu cette année ? Il y a une petite tempête en mer du Nord qui s'appelle Éléonore, et puis on a eu surtout des phénomènes beaucoup plus significatifs, comme des épisodes de grêle intenses quasiment sur 2 mois, des tempêtes convectives d'été significatives. Vous vous souvenez certainement de ces images qu'on a vues à propos de la tempête qui a balayé la Corse et qui a poussé sur le rivage des centaines de bateaux. Plus insidieux, un nouvel épisode de sécheresse extrême en 2022, dont le coût est estimé entre 1,5 milliard et 2,5 milliards, selon que l'on regarde plutôt le point de vue de la CCR ou plutôt le point de vue de la MRN. Et puis, bien évidemment, le choc médiatique majeur, ce sont bien sûr les incendies de forêt dans la région aquitaine, autour de Bordeaux, et dans les Landes. Succession d'événements. Alors, paradoxalement, ces feux de forêt ont coûté peu aux assureurs parce que les bois sont rarement assurés et que les dommages aux habitations, grâce aux efforts des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile, ont été extrêmement limités. Ce qu'il faut retenir de façon... 2022, c'est un exemple, mais avant 2022, puis 2022, ça ne concerne pas que la France. Il ne faut pas oublier, j'en disais un mot tout à l'heure, ce qui s'est passé au Pakistan et qui est littéralement dramatique. Une large partie de ce pays sous les eaux, des millions de Pakistanais déplacés, beaucoup de souffrance, beaucoup de misère, beaucoup de victimes. Il ne faut jamais l'oublier. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre ces chiffres en perspective par rapport au temps long et par rapport au temps court. Par rapport au temps long, bien évidemment, le coût de ces événements est de plus en plus considérable à l'échelle de la France comme à l'échelle de la planète. Et ce n'est pas uniquement lié au changement climatique, c'est aussi lié à l'enrichissement des particuliers, des professionnels, des entreprises, à la pénétration de l'assurance sur des territoires qui hier encore étaient finalement peu assurés. Donc il y a des facteurs anthropiques qui expliquent ce doublement de la charge des événements. J'ai envie de dire, tous les 20 ans, la facture est multipliée par 2. Et on s'attend à ce que dans les 20 ans prochains, elle soit multipliée par 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime en France que le coût moyen sur les 10 dernières années des événements de la nature peut être évalué entre 3 et 4 milliards d'euros chaque année. Et vous voyez en quoi l'année 2022 est anormalement sinistrée, puisqu'on atteint le double de ce chiffre sur une année qui n'a pas connu de phénomène majeur au sens propre du terme. Donc il y a une espèce de dérive de la fréquence et des conséquences en termes de coût de ces événements. Robert Vautard, année 2022, année exceptionnelle d'un point de vue climatologique. Oui, bien sûr, particulièrement sur l'Europe de l'Ouest, mais aussi ailleurs, dans beaucoup d'endroits. Vous mentionniez effectivement le Pakistan, avec ces épisodes, ces vagues de moussons extrêmes. Mais il y a eu aussi la Chine qui a subi une sécheresse et des vagues de chaleur extrêmement intenses, prolongées. La liste est en fait très longue. On est en contact avec la Croix-Rouge qui nous envoie régulièrement les catastrophes qui se produisent ici ou là. Là, on est sur des événements pluvieux extrêmes et des catastrophes d'inondation au Nigeria, par exemple, récemment. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent aussi en dehors des radars médiatiques. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'événements de par le monde. Alors, pour revenir un petit peu au phénomène qui est peut-être le plus marquant, qui est l'épisode d'été, puisque finalement, voilà,
c'est l'été qu'on voit les conséquences les plus aiguës du changement climatique, hein, que ce soit par des températures extrêmes et conséquences en cascade, ou par des pluies orageuses qui sont plus fortes et qui sont liées au même phénomène, finalement, le réchauffement climatique. Eh bien, on a pu montrer, par exemple, que des températures comme il a pu être vu à Londres ou en Bretagne n'auraient quasiment pas pu se produire sans changement climatique. C'est simplement pas possible. Alors bien sûr, rien n'est jamais impossible, mais les probabilités sont extrêmement faibles. Et surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on voit depuis quelques années, c'est un phénomène qu'on étudie avec beaucoup d'attention. Hein. On n'a pas encore des réponses très très claires à tout ça, mais on voit effectivement des phénomènes hors normes, c'est-à-dire des températures, des records de température qui sont battus de 2 degrés à 5 degrés. On a vu le record au Canada, c'était 5 degrés. Là, cet été, à Londres, c'était 2-3 degrés. En 2019, c'était 2 degrés. On en voit un petit peu de plus en plus souvent. Malheureusement, on n'a pas encore assez de recul dans les statistiques pour pouvoir dire si il y a véritablement... voilà, si on peut vraiment véritablement dire qu'une fois sur 100, on a un phénomène de période de retour de 100 ans. C'est un peu difficile encore à dire au niveau statistique, mais on observe ces changements avec des événements vraiment hors normes et pas nécessairement prédits par les modèles. Donc ça, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, mais voilà. Alors, intensité, vitesse du changement, vous dites, est-ce qu'on doit s'habituer justement ou c'est une nouvelle normalité Alors, à ces oui, épisodes-là? peut-être pas l'été 2022. Il faut quand même garder un petit peu la tête sur les épaules. Je pense que c'est pas la norme du climat actuel. Mais les températures qu'on a pu voir, on a quand même essayé de regarder avec les projections qu'on a, avec les observations qu'on a. Il n'est pas exclu que ça devienne des températures effectivement moyennes d'été avant 2050. Donc voilà, je tiens à préciser ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui. Il faut encore travailler. Voilà. J'en profite justement. Alors, n'oubliez pas de poser vos questions. Je vais en prendre une tout de suite. Émilie qui nous demande, question à Robert, justement, Robert Vautard. Vous avez récemment déclaré que les modèles sous-estiment les canicules en Europe. Quid exactement? Oui. Alors, pour être très précis, il s'agit de l'Europe de l'Ouest et les modèles, effectivement, sous-estiment l'évolution des extrêmes de chaleur par un facteur assez important, puisque aujourd'hui, dans les observations qu'on a, les extrêmes de chaleur, par exemple, la température la plus chaude de l'année a eu une évolution d'environ 5 degrés en France, par exemple, enfin, dans certaines régions de l'Europe de l'Ouest, c'est jusqu'à 5 degrés. Donc ces évolutions qui sont très très fortes ne sont pas vues par la majorité des modèles, la très grande majorité des modèles, voire tous les modèles. On est en train de travailler dessus et d'essayer de comprendre pourquoi. On pense que il y a des circulations atmosphériques qui pourraient générer ces épisodes qui sont pas très bien simulés. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un phénomène qui est lié à l'Europe de l'Ouest. Hein. On n'a pas la même chose dans les autres continents. Donc, et ça concerne vraiment les températures extrêmes. Hein. Les modèles donnent plutôt des évolutions autour de 3 degrés sur les régions concernées. Merci, on reviendra après. Émilie a posé une question. Romain nous a posé une question, mais on reviendra juste après. On parlera de froid. On a parlé de chaud, on va parler de froid. Pierre-Éric, parlons de cette fameuse année 2022, finalement. Afflux d'éco-anxieux, beaucoup d'éco-anxieux ont poussé la porte de votre cabinet? Oui, clairement. Ah oui? Non, mais oui. Je dis ça en rigolant. Non, malheureusement non. Le pic de ma patientèle est corrélé au pic
des événements climatiques. Alors, sauf le premier, Nicolas Hulot démissionne, là j'ai eu beaucoup d'échos anxieux. C'est une forme de désespérance, oui, mais de beaucoup de personnes qui disaient, mais bon sang, lui, c'était un peu l'homme de la situation. Bon, ensuite, les canicules de 2019, avec les records qu'on a connus. En France, plein de records ont été dépassés. En 2021, alors 2020, c'était assez calme, mais 2021, c'était effectivement le dôme de chaleur au Canada. Là, j'ai eu une flopée de patients qui sont venus me consulter. Et évidemment, cet été, en 2022, ça a été le pic le plus élevé que j'ai jamais eu de patients qui sont venus me consulter. Donc, tout ça pour dire que quand je disais que quand il y a un événement climatique extrême à l'extérieur de soi, certains le vivent à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si on était coupé du monde. Et les éco-anxieux sont des personnes qui sont en lien avec ce qui se passe dans la Terre. Ils ne sont pas comme s'ils étaient derrière leur télévision. Ils le vivent dans leur chair. Et donc, ça affecte leur santé, clairement. Est-ce qu'on a une statistique du nombre d'éco-anxieux en France, le pourcentage de la population? Oui, alors il faut avoir un bon outil de mesure pour pouvoir savoir combien il y a d'éco-anxieux. Alors déjà, il faut se mettre d'accord sur une définition. Et comme je le disais, les chercheurs sont en train de le faire. Grâce à mon observatoire, je peux faire travailler des praticiens et des chercheurs ensemble. Et là, on vient de soumettre un article scientifique dans une revue canadienne qui fait état de l'outil de mesure qu'on a construit, qui est en fait un outil australo-néo-zélandais qu'on a transposé en termes de validité de mesure en France, pour qu'il n'y ait pas d'effet de bord culturel. Et avec cet outil, on a mesuré qu'il y avait 2,5 millions d'éco-anxieux en France en situation de devoir consulter un psychothérapeute. 2,5 millions, 5% de la population adulte française est en situation de basculer dans un problème de santé mentale à cause de son éco-anxiété. D'accord. Ça se passe de commentaires. Ok. On a parlé avec Robert Vauter, à chaque rapport du GIEC, finalement, il y a encore une augmentation des éco-anxieux. Tout à fait. Non, c'est sérieux? Oui, bien sûr, moi je le constate. Donc le journal de 20 heures, dès qu'on ouvre le journal de 20 heures avec une catastrophe moi je le constate avec ma patientèle, évidemment il faudrait le mesurer tous les ans pour pouvoir s'en rendre compte, mais là c'est la première mesure. Nous on est tombé de l'armoire quand on a vu 2,5 millions, hein. On ne s'attendait pas s'il y en a autant. Ok, c'est presque 5% de la population. Ok. Est-ce que, alors ma petite question, n'hésitez pas, hein, Robert, si vous voulez intervenir ou. Oui, moi j'avais une question à Pierre-Éric. Est-ce que vous ne pensez pas, quelle est la distribution plutôt de ces éco-anxieux en fonction du niveau de CSP, en fonction de l'âge? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors déjà, il y a une première idée reçue qui tombe, c'est que ce n'est pas un mal-être qui est réservé aux jeunes. Toutes les catégories sont concernées. Il y a une légère dominance des jeunes, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Les femmes sont plus éco-anxieuses que les hommes, par exemple, et c'est exclusivement les CSP+, les CSP au sens de diplôme, c'est les bacs +5 et plus qui sont les plus éco-anxieux. Alors on peut se poser la question de pourquoi, on s'est posé la question évidemment. En fait, on s'est rendu compte que le niveau de diplôme détermine un niveau d'abstraction, et en général, les éco-anxieux, comme je disais, sont très très bien renseignés et ont été lire. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, et puis je n'ai peut-être pas le niveau de compréhension. Mais ils connaissent tous les rapports du GIEC presque par cœur. Ils ont lu les 4000 pages, quoi. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de conscience sans une connaissance aiguë de ces phénomènes. Hein, et cette connaissance, elle est hyper importante pour, malheureusement, prendre conscience des phénomènes qui nous entourent. Et ceux qui n'en prennent pas conscience, c'est qu'ils n'ont pas une connaissance suffisamment avérée ou acérée de ces phénomènes que les scientifiques, eux, connaissent très très bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques éco-anxieux, ils n'osent pas le dire parce qu'ils ne doivent pas mettre d'eux-mêmes dans... Mais certains scientifiques qui ont été interviewés par celui qui a fondé la collapsologie disaient en off, ils sont tous éco-anxieux. Voilà. Alors, l'éco-anxieux, il ne faut pas en faire une maladie, hein, je le répète. Moi, je les appelle les éco-clairvoyants, les éco-anxieux. En fait, on devrait tous, à terme, devenir éco-anxieux. Le problème de mot éco-anxieux, c'est qu'il laisse entendre qu'on serait trop anxieux, en fait. Mais en fait, cette anxiété, elle est normale. Pourquoi? Tout simplement parce que notre organisme place en nous une mécanique qui est la mécanique du stress. Si quand vous traversez la rue, vous n'avez pas peur de traverser, vous allez vous faire renverser. On est d'accord? Donc, et ça c'est un héritage qui nous vient du fond des temps, quand on était en peau de bête et qu'on avait des prédateurs derrière nous. Si
on n'avait pas une mécanique qui nous faisait courir au bon moment, ou nous faire grimper dans un arbre, ou prendre une massue pour se défendre, on était bouffé. Donc la mécanique du stress, c'est une mécanique qui nous permet, qui confine à l'instinct de conservation et qui nous permet de sauver notre peau. En fait, tous les éco-anxieux subissent ce stress de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui nous menace grandement, qui est justement tous ces éléments climatiques qui vont nous empêcher de bien vivre notre existence. Donc c'est quelque chose d'éminemment existentiel, puisque ça menace l'existence individuelle comme éventuellement l'existence collective, c'est-à-dire celle de l'humanité, puisque les conditions d'une vie bonne sont menacées. On va moins bien respirer, on l'a vu avec le Covid, hein, le fait de respirer pouvait faire expirer, sans mauvais jeu de mots, d'accord, donner la mort, hein, ou la recevoir d'ailleurs. On va moins bien manger, parce que s'il y a des sécheresses, il y aura moins de culture. On prédit que les scientifiques disent qu'en 2100, il fera aussi chaud à Lyon qu'à Alger. Je peux vous dire que les poireaux et les carottes vont moins bien pousser dans ce cas-là, d'accord, ou les pommes et les poires. Il faut donc dès maintenant prévoir, comme le fait l'ONF, l'Organisation nationale de la forêt, une migration assistée des essences de plantes pour que les plantes qui vont pousser en 2100 puissent pousser suffisamment longtemps, parce que vous avez remarqué qu'une plante, ça pousse pendant 3 mois, et d'ailleurs, on ne tire pas sur les plantes pour faire pousser plus vite, et qu'il faut du temps pour qu'un arbre pousse. Et il y a des variétés de plantes qui poussent plus ou moins vite, et à Alger, on arrive à trouver des plantes, il n'y a pas de problème, mais il faut leur laisser le temps de pousser d'ici 2100. Dans 30 ans, la ville où j'habite moi, qui est Angers, dans 30 ans, ça sera un climat méditerranéen. Donc l'ONF, qui a conscience de ces problèmes, grâce aux scientifiques, fait de la migration assistée des arbres, parce que les arbres ne peuvent pas prendre leur pot de terre et puis se bouger avec un camion. Voyez, voilà, donc la seule chose que les humains peuvent faire, c'est d'aider cette migration. La faune va mieux s'en sortir que la flore. Les activistes, les radicaux, les militants, les Khmer verts, comme vous les appelez, eux, c'est des ultra éco-anxieux. C'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est les éco-anxieux qui me disent qu'ils se font parfois appeler comme ça. Les Khmer verts, d'accord. Alors, ce sont des ultra... Alors, oui, Jean-Louis disait, il a raison, que l'action est le seul moyen de enfin, il n'a pas dit que c'était le seul, mais c'est un des meilleurs moyens pour se sortir, je dirais, de la vision pessimiste et négative qu'on peut avoir face à ce diagnostic que nous font les scientifiques. Et j'ai souvent l'habitude de dire à mes éco-anxieux, le diagnostic, on ne peut faire que l'accepter. Il est là, il est déjà là, en fait. Et si on a les bonnes lunettes, et eux, ils les ont, on voit bien que ces différents dérèglements sont des effondrements qui sont en cours. Mais c'est juste dans une dimension temporelle qui est beaucoup plus lente que celle de l'échelle d'une vie humaine. Mais comme les éco-anxieux sont capables de se projeter dans l'avenir, ils voient bien que pour leurs enfants et comme leurs petits-enfants, comme le disait Jean-Louis, ça va être moins bien à l'avenir que celle qu'on a connue, nous, en tant que génération de l'avant-effondrement, hein, d'accord ? Donc, pour ceux qui sont quinquas comme moi, moi j'ai connu, quand j'étais gamin, j'y avait des champs de coquelicots avec des papillons et je m'amusais à me laisser tomber en arrière et ça faisait une espèce d'envolée de nuages de papillons. Ça, c'est fini, il n'y a plus de papillons. J'ai une patiente de 30 ans qui m'a dit, quand j'étais petite, quand j'avais 15 ans, donc il y a 15 ans, hein, je plongeais dans les calanques avec juste un masque, un tuba et des palmes et je voyais des poissons multicolores à l'infini. Aujourd'hui, quand je le fais, il n'y en a plus un seul. En l'espace de 15 ans. Et elle a vu l'effondrement de la biodiversité avec ses yeux à elle, qui corrobore les recherches des scientifiques. Donc elle actualise dans sa vie ce que les scientifiques nous disent depuis 50 ans. Donc, c'est ça qui rend les patients éco-anxieux, si vous voulez. C'est-à-dire que quand c'est juste une connaissance lointaine, c'est comme quand vous voyez un accident de voiture dans la télé, ça ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas stressé par le stresseur qui est la voiture qui fonce sur les gens. Vous vous dites avec un peu d'empathie, j'aurais pas aimé être là. Mais le jour où c'est la voiture qui fonce sur vous, là vous avez votre stress qui vous met en situation de réaction forte, émotionnellement et mentalement. Et c'est là où vous pouvez déclencher des psychopathologies si le stresseur il est tout le temps là et que vous n'avez pas les moyens de résoudre ce stresseur, que vous n'avez pas la ressource pour faire descendre ce stresseur qui est très intense et chronique puisque la banquise elle va fondre, par exemple, ou la biodiversité elle est en train de continuer à s'effondrer. 6e extinction massive, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est scientifique. On est dans la 6e extinction massive. Robert, on vient d'entendre justement qu'il y a quasiment 5% de la population éco-anxieuse. Chaque fois que vous sortez un rapport, le GIEC, il y en a encore de plus en plus. Que nous montre finalement, en quoi ça va s'accélérer, ces phénomènes, hein, ces extrêmes climatiques, et que nous montrent ces fameuses modélisations.
J'aimerais qu'on parle des modélisations. On entend souvent parler. Pouvez-vous nous préciser ces modélisations? Oui. Alors, pour ne pas être trop éco-anxieux. Oui, alors les modélisations, elles permettent de faire des projections en fonction de certaines hypothèses. Donc les hypothèses, dans le cas du changement climatique, sont des hypothèses sur les gaz à effet de serre, sur les aérosols, sur les changements d'usage des sols aussi. Donc ces modélisations, elles prennent en compte l'ensemble des processus. Alors bien sûr, elles ne sont pas parfaites, mais elles sont généralement, elles reproduisent assez bien les évolutions passées. Donc lorsqu'on regarde le climat global, mais peut-être lorsqu'on regarde dans certaines régions, les détails sont un petit peu moins précis, mais elles nous disent pour le futur une chose extrêmement simple, c'est que dans tous les cas, le changement climatique, le réchauffement global va se poursuivre un petit peu, et ensuite le futur du climat, soit il va se stabiliser, soit il va continuer à se réchauffer, avec les conséquences, avec le chapelet de conséquences que l'on connaît. Donc la différence entre ces deux scénarios, en gros, c'est la décarbonation. Donc soit on arrive à décarboner l'économie rapidement voulant dire d'ici 2050, et à avoir une économie qui n'est plus dépendante des énergies fossiles, soit on n'y arrive pas, et à ce moment-là, le réchauffement va continuer. Il ne va pas s'arrêter, enfin, il ne va pas se revenir en arrière, plutôt. C'est ça qui est très important de comprendre, c'est qu'on ne pourra pas revenir en arrière. On pourra stabiliser le climat. Alors, c'est probablement un sujet d'éco-anxiété, mais il faut bien comprendre que il y a les rapports du GIEC mentionnent bien aussi qu'il y a des solutions, et que les solutions, on les connaît, elles sont pas simples à mettre en œuvre, mais ces solutions, elles existent, elles vont prendre un petit peu de temps, mais les pays ne font pas rien aujourd'hui. Il y a quand même une certaine prise de conscience et des actions qui sont mises en place. Certes, c'est insuffisant encore à l'heure actuelle, voilà, mais il y a des choses qui se mettent en place. C'est encore largement insuffisant. Voilà. Donc les solutions, on les connaît, et le changement climatique, on peut le stabiliser, on ne peut pas le faire redescendre à des valeurs naturelles, entre guillemets. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On parle d'extrêmes climatiques et d'extrêmes de chaleur. Là, j'ai une question. Romain nous pose la question. Le ralentissement du Gulf Stream, qui s'observe au moins en partie à cause de la fonte des glaciers au pôle Nord, pourrait-il engendrer des hivers plus froids dans les prochaines années en Europe de l'Ouest? Alors, vous savez, on regarde toujours beaucoup de modèles, beaucoup d'observations pour arriver à une conclusion dans les rapports du GIEC. Nous n'avons pas de scénario aujourd'hui qui permettent de dire, nous n'avons pas d'éléments qui permettent de dire que les températures vont se refroidir en Europe. Ça ne fait pas partie des conclusions qu'on peut avoir. Ce qu'on peut avoir, et le ralentissement de la circulation profonde des océans est certes une possibilité qui est évoquée pour certains modèles, mais qui est quand même vraiment très très incertaine. Donc, elle n'engendrerait pas non plus nécessairement un refroidissement comme vous l'évoquez. Donc, voilà, il faut bien se rendre compte que finalement les messages qu'on a aujourd'hui et que peuvent donner les rapports du GIEC sont les messages principaux dont on est sûr. Le climat ne va pas se refroidir. Voilà.
Par contre, il n'est pas impossible d'avoir des pointes de froid, voilà, des pics de grand froid. Ouais. Des pics de grand froid, ça reste possible. Et le danger est que on s'adapte trop vite finalement à un climat chaud en hiver, en oubliant les conséquences des grandes vagues de froid qui peuvent encore arriver aujourd'hui, même si elles sont moins probables qu'avant. Pierre, je voulais qu'on revienne sur la résilience parce que le bouquin « N'ayez pas peur du collapse », en fait, l'éco-anxieux a un coup d'avance. Vous dites dans le bouquin, il a un coup d'avance sur nous, je dirais, nous non éco-anxieux, enfin pas encore, avant cette émission, mais bon. C'est quoi le coup d'avance de l'éco-anxieux alors justement, c'est un peu, moi j'aime bien utiliser une métaphore qui est celle de Louis Pasteur. Quand il découvre les microbes et les virus, enfin toutes ces petites bêtes qui n'étaient pas visibles à l'œil nu, il le fait grâce à quoi? Grâce au microscope. Et donc il fait avancer la science grâce à un outil de mesure qui permet de révéler quelque chose qui ne se voyait pas avec les sens. Les éco-anxieux, ils ont ce genre de lunettes, en fait. Grâce aux scientifiques et grâce aux recherches, ils ont un coup d'avance, comme vous le dites très justement, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité de clairvoyance, non pas les non-éco-anxieux. Une capacité de clairvoyance de se projeter dans l'avenir fort des données que les scientifiques leur donnent. Et vous avez vu, avec ce que vient de dire le scientifique qui est ici, qui est notre caution scientifique. Biostream, on ne peut pas encore dire si ça va faire ou ça ne va pas faire. C'est toujours une démarche très prudente, la science, très probabiliste. Sauf que les éco-anxieux, alors ils ne sont pas forcément tous scientifiques, ils peuvent exagérer ces scénarios probabilistes, voire, comment dirais-je, ou alors anticiper, confirmer ce que les scientifiques avaient anticipé dans les faits que nous constatons, là aussi en les exagérant parfois. Mais il vaut mieux se tromper dans ce sens-là que dans l'autre, à vrai dire. Alors, tout l'enjeu, en fait, consiste à dépasser ce diagnostic. C'est-à-dire, comme le font souvent les personnels de soins, notamment face à un cancer, si vous n'acceptez pas le diagnostic, vous perdez beaucoup d'énergie à lutter contre, et donc vous obérez, c'est-à-dire que vous limitez votre capacité à faire mentir le pronostic, c'est-à-dire à refuser le pronostic d'évolution négative. Donc, tout l'enjeu consiste à accepter le diagnostic pour libérer un max de ressources mentales et physiques, d'ailleurs, pour refuser le pronostic d'évolution et se dire il y a une espérance est possible. Une espérance est possible, comme ça vient d'être dit, c'est-à-dire que si on connaît les solutions, le GIEC en parle, mais si elles ne sont pas adoptées de façon suffisamment forte et déterminée, non seulement par les politiques qui nous gouvernent, il y a des tas de choses qui se font déjà, et d'ailleurs les éco-anxieux le savent, mais pas assez comme ça a été dit, pas assez et pas au bon timing et à la bonne vitesse. On risque de se confronter à ce qui est prévu éventuellement ou de façon probabiliste par les scientifiques, à des catastrophes de plus en plus grandes qui vont nous faire avoir une vie beaucoup moins bonne que celle qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui, avec beaucoup plus de souffrance que ce qu'on a pu connaître par le passé, en tout cas depuis les 30 Glorieuses. Voilà. Bon, l'humanité a déjà traversé des tas de souffrances et des catastrophes gigantesques comme les grandes pestes. Je ne vais pas revenir sur ça, mais je ne veux pas annoncer des choses comme ça. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, on s'en fout. Mais ceux qui s'en sortent, en tout cas les éco-anxieux que j'accompagne, ils s'en sortent parce que justement, ils se redonnent une nouvelle espérance à 3 niveaux. Sur le rayon d'action individuel, sur le rayon d'action collectif et sur le rayon d'action sociétale. Individuel, je vous donne un exemple. Cet hiver, il est fort probable, Macron nous l'a dit, les fameuses doudounes, oui. Voilà, il va falloir, on va peut-être avoir des coupures si l'hiver n'est pas clément. Mais on ne sait pas s'il va être clément ou pas clément. On n'est pas suffisamment puissant en termes de connaissances pour dire si ça va se passer ou pas. Par contre, la probabilité existe. Donc, un éco-anxieux, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare. Il se prépare comment? Au niveau individuel, il se dit, j'ai quoi comme rayon d'action? Effectivement, je peux mettre une doudoune. Il a acheté sa doudoune, ou alors, j'ai la possibilité d'avoir un chauffage alternatif, soit poêle à bois, s'il a la possibilité dans son logement de le faire, soit photovoltaïque, etc. Bon, ou carrément, même si il est prêt à rejeter des gaz à effet de serre, carrément un générateur à essence. Bon, c'est rare qu'un éco-anxieux le fasse, mais ça, c'est une possibilité. Voilà, ça, c'est niveau individuel. Il y a des bonnes et des mauvaises solutions, mais il y a un rayon d'action. Je peux agir sur ça. Deuxième solution, le niveau collectif. Imaginons que vous êtes dans un syndic de copropriété, que l'éco-anxieux, c'est son cas. Il se dit, allez, j'ai encore le temps d'investir dans des matériaux HQE, de calfeutrer certaines pièces avec l'immeuble pour qu'on arrive à
limiter l'impact du froid dans notre immeuble. Et pourquoi pas aller vers des bâtis, comment on appelle ça, basse consommation. Merci. Dans un immeuble parisien, c'est plus dur, mais dans certains habitats, c'est possible. Voire des habitats individuels. Moi, par exemple, j'ai un ami, il a décidé de construire une maison en bois basse consommation pour pouvoir se calfeutrer s'il fait vraiment trop froid. Il a un jardin, donc il peut le faire. À Angers, c'est plus facile qu'à Paris. Et dernier point, niveau sociétal. Qu'est-ce que nous dit Macron et le gouvernement? Ils nous disent baissez vos consommations. Si vous n'en avez rien à foutre, ça va contribuer au fait qu'on n'arrivera pas à avoir suffisamment d'énergie. Si vous vous alignez sur ce que nous dit le gouvernement et les politiques qui nous dirigent, vous allez peut-être contribuer à cette sobriété énergétique qui nous permettra de passer l'hiver sans heurts. Donc là, vous avez un alignement entre l'autonomie individuelle, l'autonomie du collectif et l'autonomie politique. Et c'est que comme ça qu'on y arrivera. Si on est tous ensemble en train d'aller dans le même sens. Alors que si on est tout seul dans son coin à essayer d'essayer un scénario survivaliste dans la forêt, on va moins bien y arriver. Si on est tout seul à se dire « moi je m'en fous de ce que me dit le gouvernement, la société dans laquelle je vis, je reste à 22 », il y a un moment, j'aurai peut-être un petit problème. D'une heure à 2 heures de coupure. C'est probabiliste, j'en sais rien. Mais quand ça arrivera, ça fera plus mal que si on s'est préparé tous ensemble. Et donc, individuellement. L'éco-anxieux est dans l'action. Tout à fait. Il est dans l'action. Il est dans l'action, ce qu'on appelle un éco-projet. Je pourrais développer après. Tout à fait. Jean-Louis, justement, dans l'action, le Generali Climate Lab, est-ce qu'il est éco-anxieux? Non, vous anticipez plutôt. Un assureur, par définition, ça se doit d'anticiper. Et c'est ce que nos clients attendent. Si on fait de l'assurance depuis près de 200 ans, nouvel indice, si on fait de l'assurance depuis presque 200 ans et qu'on continue de le faire, c'est qu'on s'est montré capable d'anticiper et capable d'accompagner. Aujourd'hui, les échelles de temps se réduisent. Les phénomènes sont de plus grande intensité. Donc ça nous amène, nous qui voulons être le partenaire de vie de nos clients, à avoir une position radicalement différente de celle que nous avions adoptée pendant les décennies précédentes. Il y avait un sinistre, on faisait un chèque, voilà, on se tapait dans la main, le contrat était rempli. Désormais, l'entreprise Generali fait beaucoup plus. D'abord, c'est une entreprise engagée dans la durabilité. C'est une entreprise qui s'investit, que ce soit dans la mise en œuvre de ses principales fonctions, de façon à maîtriser notre empreinte carbone, que ce soit via ces réseaux d'intermédiaires, on pense à l'initiative Agence durable et responsable, mais que ce soit également sur le plan des investissements et à une démarche globale de l'entreprise. Nous avons des relations privilégiées avec nos clients. Et les clients ont énormément confiance, les Français l'ont dit en tout cas dans des sondages, sur la capacité des entreprises à accompagner cette transition vers une société moins carbonée et vers une société plus soucieuse de son environnement. Donc ça, c'est très vrai. Et en tant qu'assureur, vis-à-vis de nos clients, on a donc ce double engagement. Cet engagement de durabilité, pour que dans 20 ans, ils puissent toujours faire appel à nous de la même façon, mais un engagement de proaction vis-à-vis de nos clients. Et ça, on le prouve au quotidien en déployant des solutions, des initiatives concrètes à destination de nos clients. Alors, quelles sont ces initiatives? Dis-nous tout. Je disais tout à l'heure à un des membres de l'assistance que la première des initiatives, c'est de poser le diagnostic. C'est d'informer nos clients, chacun, par rapport à leur exposition aux aléas naturels, technologiques et autres, et on parlera de la santé tout à l'heure. Mais ça, c'est vraiment notre premier devoir, et de les informer de façon précise, pas jargonneuse, pas inutilement anxiogène, c'est pas le sujet, mais de leur donner une information compréhensible, lisible, qui puisse leur donner une indication précise sur leur niveau d'exposition aux aléas. Ça ne veut pas dire qu'on a traité le problème de la vulnérabilité, mais on a traité le problème de l'aléa. Pierre-Éric, vous habitez dans une région qui est exposée, et dans une ville et dans une rue, puisqu'on a une grande précision dans nos travaux, qui est exposée à tel état, à tel ou tel aléa. Ça ne veut pas dire que vous êtes vulnérable à cet aléa, c'est la deuxième phase. Mais la première phase, c'est une information de qualité, compréhensible, simple, lisible, associée à des conseils de prévention de premier niveau. Ça, c'est ce que nous réalisons à travers notre diagnostic Ensemble face au risque,
qui a été déployé auprès de nos clients particuliers, qui va l'être auprès de tous nos prospects et de tous les clients qui ne sont pas encore équipés en multirisque habitation. Donc ça, c'est vraiment la première brique. La deuxième brique, on a un rôle important à jouer, toujours dans la sphère informationnelle, qui est pour nous la première étape clé, en véhiculant des bonnes pratiques face à certains aléas qui sont périodiques et qui sont saisonniers. Par rapport au phénomène de sécheresse, on peut tout à fait envoyer de façon individualisée à nos clients pour pousser la bonne information au bon moment à la bonne personne, des informations relatives au risque d'incendie de forêt, des informations relatives aux mesures et aux gestes à prendre en cas de crues cévenoles ou d'épisodes méditerranéens, ce qu'on appelle les flash floods. Nous avons également déployé des solutions de communication adaptées pour les populations qui sont exposées au risque de cyclone. Bref, nous avons toute une panoplie de dispositifs pour informer de façon adéquate nos clients et leur pousser les bons réflexes, les bonnes informations, les bons gestes à faire. Et ça va beaucoup plus loin, puisque aujourd'hui, grâce à la prise de conscience de Generali depuis, je vous le disais, une petite dizaine d'années, nous avons des parcours complets qui sont capables de procurer aux clients ce qu'on appelle un global care, c'est-à-dire un dispositif complet qui va les accompagner tout au long de la vie de leur contrat, de l'avant-souscription du contrat, par exemple pour choisir son lieu de résidence, ou avant d'acheter et de faire un achat immobilier, ça peut être très intéressant, jusqu'au moment où l'événement redouté se produit. Et là, notre rôle, c'est d'être effectivement auprès de nos clients en tant que prestataire de services, mais aussi en tant qu'indemnisateur. Mais en tant que prestataire de services, nous lancerons dans les prochaines semaines une initiative qui vise à renforcer, post-sinistre, la résilience de notre client, c'est-à-dire à réduire sa vulnérabilité si un événement, par exemple une inondation, devait se reproduire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre client pour l'aider au moment où il est le plus opportun, le plus ouvert à nos conseils? Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de notre client pour renforcer sa résilience, pour réduire sa vulnérabilité, permettre de protéger ses biens, ses personnes, et de reprendre le plus vite possible une vie normale. Et non pas une valeur de reconstruction à neuf comme c'est. Voilà, non, on est tout à fait dans autre chose, on invente autre chose. Alors pour l'instant, c'est encore en phase de test, mais on a de bon espoir de franchir cette étape, et de franchir cette étape, encore une fois, au bon moment. Aujourd'hui, vous parlez de prévention contre les aléas de la nature à un client dans l'absolu, en général, comme le font souvent les campagnes publiques. Mais vous vous heurtez à un scepticisme total et à plusieurs biais. On n'a pas envie de penser à ça, comme on n'a pas envie de penser à sa mort, comme on n'a pas envie de penser à son entrée en dépendance. Eh bien, on n'a pas envie de se penser et de se voir confronté à ces phénomènes-là. Donc, vous faites chou blanc. Vous faites chou blanc, il y a très très peu de personnes qui installent un coffre-fort chez elles avant d'être complètement cambriolées. On s'aperçoit, c'est scientifiquement prouvé, qu'il faut avoir été cambriolé ou il faut que son voisin ait été cambriolé pour poser une porte blindée, souscrire à un contrat de télésurveillance, etc. C'est exactement la même chose en matière de risque climatique. Et on est confronté dans cette conduite du changement à de nombreux biais, des biais cognitifs. Ça ne peut pas exister parce que je ne l'ai jamais connu. Ça ne peut pas exister parce que, c'est arrivé une seule fois. Et c'est comme ça qu'on retrouve de la pression foncière sur l'île de Ré, à peine 10 ans, un peu plus de 10 ans après la survenance de Xynthia. Enfin, cette capacité, le biais d'oubli, c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans notre métier. Robert, il sourit, justement. Quand on parle de l'île de Ré, il sourit. Mais avec toutes ces solutions générées avec la MATLAB, c'est vrai que ça vaut le coup d'être client générali, hein. Avec toutes les solutions qu'il y a, voilà, l'idée. J'ai oublié de dire aussi les petits messages, les petits textos. Les textos, on informe nos clients, mais nos clients de façon appropriée, grâce à tout ce qu'on a fait en matière de géolocalisation, on est capable de pousser à nos clients, et seulement à nos clients qui sont exposés à un aléa, des mesures de bon sens, des mesures de prévention qui peuvent être mises tout de suite, parce que ces mesures, on les oublie. On n'y pense pas, on ne pense pas les mettre en œuvre. Aux Antilles, quand je vous parlais de ce qu'on fait aux Antilles, avant la saison cyclonique, pendant la saison cyclonique, après le cyclone, on pousse des informations qui sont appropriées en termes de mesures de prévention.
Par exemple, si vous avez des noix de coco dans votre jardin, votre premier devoir en tant qu'assuré, mais en tant que citoyen, c'est de les ôter, c'est de les ranger, c'est d'éviter que ces noix de coco se transforment en des projectiles capables de perforer les meilleurs vitrages anticycloniques. Donc, ce sont des gestes simples, mais des engagements concrets au bon moment. Et je veux dire, une attention continue de notre part à ce qu'on peut faire pour permettre à nos clients de prendre la mesure de ce qui l'entoure, la mesure de ses aléas, et l'inciter au moment opportun à prendre des mesures qui vont réduire la gravité, la sévérité des phénomènes qui vont le toucher. Voilà. Et ces formes d'intervention aux côtés de nos clients, nous estimons aujourd'hui qu'elles sont les plus pertinentes, c'est regrettable, mais c'est comme ça, après la survenance d'un sinistre qu'avant la survenance du sinistre, en raison de ces biais comportementaux dont je viens de parler. Merci Jean-Louis. Oui, Philippe, je voulais ajouter quelque chose. Je suis très impressionné parce que Jean-Louis a deviné que j'habitais dans une zone inondable et je me demande s'il n'est pas déjà en train de m'envoyer un SMS alors que je ne suis pas client chez Generali. Mais ça, c'est fort. Pierre-Éric. Hélas, non, pas encore, mais je crois que je vais le devenir. Ah oui. Bien. Alors, le réseau Robert, Generali couvre la région d'Angers, pas de souci. On va se projeter parce que le temps, hélas, avance un petit peu trop vite. Robert, on va se projeter dans 20 ans. J'aimerais qu'on ait la position, enfin, vous puissiez résumer la position du GIEC et votre avis perso, vraiment personnel. Dans 20 ans, c'est quoi? Alors, donc, dans 20 ans, donc on est entre 2040 et 2050. Dans 20 ans, on pourra commencer à voir les effets de la décarbonation. C'est vrai que ça prend du temps, mais on va pouvoir commencer à voir ces effets-là. On pense que c'est là qu'il commence à y avoir des points d'inflexion. Mais les évolutions climatiques, elles sont connues d'ici 20 ans, ou quasiment. Donc, on n'échappera pas à une augmentation des températures probablement jusqu'à 1,5 degré, voire un tout petit peu au-dessus. Mais c'est après que les actions qu'on fait aujourd'hui, en fait, on va les voir vraiment après 2040, en grand. Donc, moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que d'ici 20 ans, on aura un climat qui est un petit peu plus chaud qu'aujourd'hui. On est à peu près à 1,2 degré aujourd'hui. On s'attend à être à peu près à 1,5 degré d'ici 2040, ou en tout cas dans ces eaux-là. Ça veut dire donc que tous les phénomènes qu'on voit aujourd'hui vont être encore amplifiés par rapport à ce qu'on peut observer, donc des pluies plus intenses. Vous savez, il y a une loi thermodynamique qui dit que pour 1 degré de réchauffement, l'atmosphère peut contenir 7% de plus d'humidité. Ça marche assez bien. Donc, on peut prévoir des pluies plus intenses, de l'ordre de quelques pourcents, on va dire. Mais parfois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, malheureusement. Éric, oui. Voilà. Robert, pardon. Par exemple. Oui. Juste une question de Corinne, et j'en profite, j'essaie d'aller assez vite parce qu'il y a plein de questions. On ne pourra hélas pas répondre à toutes. Est-ce que le changement climatique est plus rapide dans certaines régions du monde? Exemple, pays industrialisés. Alors, ce n'est pas les pays industrialisés ou les autres. Il y a effectivement des évolutions de température qui sont plus rapides dans certaines régions que dans d'autres. L'Europe de l'Ouest est vraiment une région où les températures, notamment d'été, se sont très très fortement accrues. L'Arctique, les régions polaires, arctiques notamment aussi, c'est 3 degrés de réchauffement pour 1 degré de réchauffement global à peu près. Voilà, il y a une différence effectivement entre certaines régions. Et puis il y a les impacts du changement climatique. Ça, c'est encore autre chose. Les impacts, finalement, en Europe de l'Ouest, on les sent, mais ils sont bien plus importants dans des régions où les sociétés sont vulnérables. Donc, les impacts du changement climatique eux-mêmes sont beaucoup plus forts dans les régions qui n'ont pas les moyens de se prémunir contre ces événements extrêmes. On l'a vu au Pakistan, notamment. Voilà ce que je veux dire.
Merci Robert. Pierre-Éric, Émilie nous pose la question. Comment soigner son éco-anxiété ? C'est une très bonne question. Alors déjà, je ne parle pas de soigner l'éco-anxiété, mais de la dépasser. Parce que ce n'est pas une maladie, mais même si ça provoque un mal-être qui peut emmener vers des psychopathologies, le mal-être nécessite en fait de retrouver son équilibre, son homéostasie psychique. En 2 mots, qu'est-ce que c'est l'homéostasie psychique ? C'est quand les 2 plateaux de la balance des sollicitations négatives d'un côté ou positives de l'autre, quand ça penche du côté obscur du mal-être en fait, et que ça devient chronique et qu'à force de rumination, de projections négatives dans l'avenir, de désespérance, on ne voit pas de solution à ce mal-être-là, qui va donc entraîner, par exemple, comme je disais tout à l'heure, une dépression réactionnelle. Donc l'idée, c'est de s'alimenter déjà en sollicitations positives, parce que les bonnes nouvelles existent. Sur le front du climat, les bonnes nouvelles existent. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires, ce que j'appelle des grands témoins. J'en ai mis pas mal dans mon bouquin, pour montrer que des gens qui face à des événements climatiques assez extrêmes, alors là, il n'est pas dedans, mais c'est quelque chose assez récent que j'ai découvert en juin. Il y a un plongeur des Maldives illettré. Il est en train de réussir à réimplanter les coraux sur son île. Les coraux qui sont tous en train de blanchir à cause de l'acidification des océans. Grâce à un procédé que des scientifiques sont venus importer, qui n'arrivaient pas à implanter, comme lui, il était plongeur, en collaborant ensemble, en unifiant leurs compétences, ils sont en train de reconquérir les espaces marins de son île grâce à la technique de la fragmentation. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais oui, clairement, il est possible de dépasser son éco-anxiété en s'investissant dans une action juste. Une action juste qui soit ni mauvaise pour soi. Je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure, mais le militantisme, comme toute chose d'ailleurs, peut faire basculer les gens vers un burn-out écologique. À force de vouloir s'investir dans des combats trop difficiles, qui nécessitent une solution qui viendra qu'à très long terme. Par exemple, si vous avez tous entendu parler des zadistes, certains ont beaucoup sombré dans la dépression parce que c'était long, dur. Ils s'opposaient évidemment aux forces de l'ordre parce que les minorités actives, évidemment, par définition, sont un peu en marge de ce que la majorité passive demande. Donc forcément, même s'ils font rentrer dans l'esprit de la doxa des nouvelles valeurs, c'est long faire changer une culture d'une société. C'est long de dire « Ah bah oui, il faut prendre en compte les valeurs écologiques ». C'est pour ça que parfois on les traite de Khmer verts. Parce qu'ils voudraient que ça aille plus vite et donc ils voudraient forcer les gens. Ils ont la tentation, à force d'être intègre, de devenir intégriste en fait. Et ça, c'est très dangereux, ça, l'intégrité qui devient l'intégriste. Pour eux, surtout, et moins pour les populations qui les entourent. Mais, du coup, il y en a qui basculent dans la dépression. Et j'ai une de mes étudiantes qui a fait une étude très intéressante sur 700 militants. Elle s'est rendue compte que quand le militantisme devenait une passion excessive, c'est-à-dire une passion dévorante, les gens basculaient plus sûrement dans la dépression réactionnelle et des troubles anxieux. Voilà. Donc, il faut en faire en fait une passion harmonieuse de son action, pas forcément dans le militantisme, mais ça peut l'être, je n'ai rien contre les militants, mais il faut se méfier de soi-même dans les excès de l'âme humaine qui fait que parfois l'action devient contre-productive pour soi et sa santé mentale. Merci, c'est gentil. Juste au moment de passer le micro. Avec le degré d'action collectif et sociétal. Et malheureusement, parfois, les militants sont contre la société ou les individus parce qu'ils font de l'entre-soi dans leur militantisme. Et ce n'est pas toujours le cas, c'est parfois dans le côté obscur du mal-être. Merci Pierre-Éric Sutter. Vous retrouverez bien sûr son ouvrage « N'ayez pas peur du collapse ». J'aimerais qu'on applaudisse Pierre-Éric Sutter. Voilà, merci à tous. Merci pour vos questions. Merci Philippe. Jean-Louis, très rapidement. L'assurance et le Climate Lab dans 20 ans. Nous aurons dans 20 ans toujours des solutions de plus en plus personnalisées qui mixeront des garanties d'assurance parce que l'assurance est un facteur exceptionnel de résilience. Quand vous comparez la situation des pays où le taux de pénétration de l'assurance est faible et que vous voyez la situation dans laquelle les habitants, les entreprises, les sociétés se trouvent après, c'est catastrophique. Nous, assureurs, nous sommes des professionnels du risque.
on sait gérer, on sait prendre le risque, on sait le travailler, on sait le pricer, c'est un vilain mot, mais c'est comme ça, et on apporte de la sécurité à nos clients. Donc on apportera toujours de la sécurité à nos clients, ça c'est clair. Ça me paraît absolument évident. Mais on va apporter de la sécurité qui sera couplée avec des initiatives de plus en plus variées, de plus en plus appropriées pour permettre à nos clients de s'adapter, de suivre le rythme de l'adaptation au changement climatique. Ceci dit, notre conviction est la suivante. Je vous ai dit que les entreprises étaient repérées par les Français comme un des éléments, un des corps sociaux dans lesquels on pouvait faire le plus confiance pour mener cette transition écologique. J'y crois beaucoup. Je crois aussi qu'on ne fera rien sans les pouvoirs publics et je vous l'ai dit, on ne fera rien sans les assurés. Donc ça, c'est clé. Donc, assurance, facteur de résilience, ce sera toujours le cas. On sera toujours là aux côtés de nos clients dans les moments difficiles. Mais il faut que, de plus en plus, on personnalise notre accompagnement en matière de prévention. Je me répète, mais c'est important de le dire. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est qu'on va s'intéresser, c'était l'objet de cette conférence également, aux conséquences de l'accélération des manifestations du changement climatique sur la santé de nos clients, la santé mentale, mais pas seulement, la santé tout court. La santé, pourquoi ? Parce que, ne l'oublions pas, Robert Votard en a parlé, ces canicules qui touchent l'Europe de l'Est mettent en péril potentiellement la vie même de nos concitoyens et de nos assurés. Rappelons-nous de la canicule de 2003, 15 000 cas de surmortalité en France, 50 000 à l'échelle de l'Europe. Il y a eu un autre événement en Russie dans les années 2010 où le bilan de ces feux de tourbière associés à la canicule s'est monté à 50 000 victimes. Ce sont des phénomènes qui se sont passés tout près de chez nous et sur lesquels nous devons, nous aussi, nous engager en tant qu'assureurs de biens et en tant qu'assureurs de personnes. En fait, le combat de Generali dans les 20 ans qui viennent, mais il a commencé, il se prolonge et il va se déployer dans toute sa puissance, c'est un combat en faveur de la durabilité. Et la durabilité, c'est un grand mot, mais la durabilité, ça veut dire avant tout définir les conditions dans lesquelles nous pourrons continuer à construire, élaborer nos rêves, sans pour autant nuire à notre environnement, nuire à la collectivité, par la généralisation de comportements responsables, collectivement et individuellement. Et moi, je rejoins tout à fait les préconisations de Pierre-Éric, face à cette affection, je sais maintenant que ce n'est pas une maladie, mais en tout cas ce syndrome d'éco-anxiété. Et je suis persuadé, comme Pierre-Éric, que chacun d'entre nous, l'argument étant souvent développé, mais oui, mais la France ne produit pas de gaz à effet de serre. Oui, mais individuellement, on ne peut rien faire pour décarboner. Je dis peut-être effectivement que dans les chiffres, ça sera quelque chose de plusieurs décimales ou centimales après la virgule, mais je crois que la prise de conscience et l'engagement dans des actions individuelles, accordées à des actions effectivement de plus large ampleur, collective, c'est quelque chose de puissant parce que ça nous permet de reprendre, j'aime bien cette expression, du grip sur notre avenir et ma foi, au prix de quelques engagements qui, lorsqu'on ne tombe pas dans l'excès, comme le dit Pierre-Éric, mais l'excès est nuisible en toute chose, peut apporter du mieux-être au quotidien, de façon simple. Pierre-Éric, tu veux ajouter quelque chose? Le GIEC, justement, parle... On ne m'entend pas, j'ai l'impression. Si, on m'entend. Parle de résilience, de travailler sur nos résiliences. C'est tout à fait ce que vient de dire Jean-Louis. C'est-à-dire que accepter le diagnostic, mais refuser le pronostic, c'est travailler notre résilience, justement. C'est de se préparer à des événements qui seront difficiles, dont on ne sait pas très bien comment ils vont se passer. Mais plus on se prépare, comme je disais avec l'exemple de cet hiver, en amont, au niveau individuel, collectif, sociétal, et mieux on est armé pour faire face. Tout l'enjeu, c'est de faire face. Parce que si on ne fait pas face, il n'y a plus qu'à se laisser aller à la dépression, voire à pire. Robert Votard, vous vouliez rebondir. Votre petit mot de conclusion, c'est exactement ça, parce que vous êtes coincé, vous, entre les éco-anxieux et les climato-sceptiques. C'est difficile. Il n'y en a plus. Non, on joue notre rôle de scientifique, on essaye d'informer. Moi, si j'ai un mot à dire face à des assureurs, c'est dire que l'assurance a un rôle absolument central à jouer dans
dans la gestion et dans les solutions pour le changement climatique à plusieurs niveaux. La première chose, c'est bien sûr de promouvoir et de former à la culture du risque. Je crois que c'est essentiel de montrer que les choses, c'est pas parce qu'on voit une chose que c'est une conséquence directe de ce qu'on imagine, et que les risques, voilà, la culture du risque. La deuxième chose, c'est effectivement la prévention et l'adaptation au changement climatique en essayant d'avoir les bons chiffres pour les décennies à venir, et de bien calibrer les choses et d'informer vos clients. Mais aussi d'une troisième, enfin l'assurance, c'est aussi un acteur financier important, un investisseur, et donc là a un rôle central aussi dans la décarbonation de l'économie, en essayant de diriger les investissements vers voilà, vers les solutions décarbonées. Moi, je répète un peu toujours ça, mais ça me semble important de le dire. Messieurs, un grand merci. Robert, Pierre-Éric, Jean-Louis, un grand merci. Vous pouvez les applaudir. Merci. Je tenais tout particulièrement, moi, à remercier en fait le metteur en scène de cette seconde conférence, expert du Generali Climate Lab. Il est derrière, bien évidemment, Laurent Boissier. Un très, très grand merci, Laurent. Laurent Boissier, sous vos applaudissements. Ainsi que Jennifer Duval, qui a assuré la technique, Jennifer Guyver, comme on l'appelle. On va remercier les équipes Manganelli pour la réalisation, Evendrive pour la diffusion et Triple C pour la triple communication digitale. Merci encore 1000 fois à nos intervenants, présents ou à distance, pour cette deuxième conférence. Merci pour votre éco-attention à tous. Excellente fin de semaine. À très, très bientôt. Merci.